Les données sont le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle. Ceux qui disposent d'un accès à des données en quantité et en qualité suffisante sont ceux qui, aujourd'hui, dominent la course. Comment faire son trou dans ce contexte quand on est une start-up? Comment valoriser les données des grands groupes? La souveraineté des données est-elle un créneau viable? On en discute dans un débat animé par la journaliste de la Tribune Marine Protet. Bonsoir, et donc on va effectivement parler pour cette table ronde des données. C'est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises dans la journée. On va essayer de creuser un peu cette question, car effectivement l'IA générative consomme beaucoup d'énergie, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi beaucoup de données. Et on a l'impression qu'on arrive un petit peu au bout des données, en tout cas du web, qu'on pouvait utiliser. Donc pour en parler avec moi, j'ai Baptiste Panier, qui est le CTO de Adaptive ML, une start-up donc qui s'occupe qui accompagne les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle générative et notamment à préparer leurs données pour ces usages. Et Youssef El Mansouri, enchanté, cofondateur et CEO de Sesters, aussi une start-up marseillaise, je crois, exactement, et qui fournit en GPU, donc les cartes graphiques qui servent, en infrastructure de calcul, les entreprises qui veulent utiliser l'IA générative. C'est ça, avec le data prep et un bonne inférence aussi. Également, voilà, un enjeu autour des données. Je voulais commencer quand même on parlera des cas en entreprise ensuite, mais qu'on commence à s'interroger sur les très grands modèles, donc qui consomment toutes les données du web dont on dit qu'il y a une sorte de pénurie, c'est-à-dire qu'on arrive un peu à un plateau. Est-ce que vous considérez que c'est inquiétant pour le progrès de ces modèles ? Non, je pense que le mot inquiétant est un petit peu fort. Donc juste pour remettre un petit peu en contexte cette question, je pense que c'est important de redonner un peu de contexte historique. Donc cette course à la donnée, en fait, elle a été motivée au départ par la découverte en fait des scaling laws il y a plusieurs années maintenant, qui sont des lois de comportement qui vous permettent de façon très précise en fait de prédire la performance d'un modèle en fonction du budget de calcul qu'on a alloué à sa création. Maintenant, à budget de calcul constant, il y a deux paramètres principaux que vous pouvez tourner. C'est la taille du modèle ou la quantité de données que vous utilisez. Donc, vous pouvez entraîner un très gros modèle sur moins de données ou un modèle plus petit sur beaucoup de données. Historiquement, on est plus parti sur l'option 1. En fait, il y a quelques années encore, c'était la course à la taille des modèles. Mais avec l'industrialisation de ces modèles, l'envie de les servir à de grandes échelles, c'est l'option 2 maintenant qui prend plutôt le relais, où on a tendance à surentraîner ces modèles. Et effectivement, on est arrivé à peu près au bout de ce que Internet peut fournir. Voilà, typiquement sur Internet, il y a plusieurs dizaines de tératokens de texte qui peut être exploitable en fait pour l'entraînement de ces modèles. Et on commence à arriver au bout. En revanche, ça c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie, c'est la phase de post-training, qui est vraiment très importante. Donc la méthode la plus connue, c'est le RLHF, donc Reinforcement Learning from Human Bad Feedback. Post-training, une fois que le modèle est voilà, c'est ça. Donc, il y a la phase de entraîné. pré-entraînement, on prend tout Internet, on entraîne le modèle. Et ensuite, il y a la phase de post-training dans laquelle on vient tuner le modèle pour des différentes modalités. Voilà. Et comme je le disais, c'est la méthode qui est derrière le succès de ChatGPT. En fait, si vous regardez le gap de performance entre GPT-3 et ChatGPT, c'est la layer de Reinforcement Learning from Human Feedback qui permet ça. Et on voit de plus en plus en fait, les Frontier Labs investir dans cette phase de post-training. Donc voilà, non, je ne suis pas très inquiet. Ça vous voulez réagir ? Ouais, juste pour compléter un petit peu les propos de Baptiste sur lesquels je suis assez aligné. Juste un petit point de contexte, Internet, c'est 175 zeta-octets de données. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est 175 milliards de téraoctets, donc un disque dur de 1 téra, il en faut 175 milliards pour avoir Internet. Et c'est vrai, ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est que les derniers modèles LLM sont entraînés sur tout Internet. Et ce qu'on voit sur les statistiques qui vont arriver jusqu'en 2030, c'est que globalement, la donnée, 90% des données qui vont être émises jusqu'à 2030 auront un vrai sujet sur la qualité de la donnée, parce que ça va être soit de la donnée
qui va être de la donnée dupliquée, soit de la donnée qui est de la donnée synthétique. Et sur ces sujets-là, c'est des voies de sortie. C'est les données, juste pour préciser, qui sont produites par les IA elles-mêmes. Exactement, exactement. Et c'est là-dessus, je pense qu'il va y avoir un espèce de relais de croissance sur la donnée. Effectivement, on arrive sur un espèce de plateau aujourd'hui sur les données disponibles. Et c'est vrai qu'on a des projections qui nous disent que 60% des données, enfin 60% des data utilisées pour entraîner des modèles d'ici 2-3 ans, on n'est pas très loin, ça sera des données synthétiques, donc des données qui sont créées par les modèles eux-mêmes. Et justement, il y a deux, trois tables rondes de ça. Quelqu'un en discutait de manière assez juste. Le sujet des données de synthèse, c'est que c'est des données qui sont émises avec l'hallucination des modèles actuels. Donc, la précision des données est remise en question. Et donc, je pense que justement, des acteurs comme Adaptive, où nous, ont des vrais sujets de comment on cible cette donnée, comment on la qualifie, et on fait en sorte qu'on puisse augmenter ce pipe de données synthétiques sans avoir une corruption sur les outputs, donc les sorties des modèles. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher tout simplement de nouveaux types de données qui ne soient pas des données de synthèse, qui ne soient pas les données du web ouvertes, etc., mais plutôt des données expertes, par exemple, produites par des spécialistes des mathématiques, des sciences, etc. Enfin, c'est des données vraiment plus qualitatives. Oui, sur la qualité des données, effectivement, je pense qu'il va y avoir un gros enjeu. Après, on ne pourra jamais la récolter à une échelle telle que le web. Mais effectivement, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des datasets ou même des benchmarks qui sortent cette année, on voit de plus en plus en fait, d'expertise très forte en fait, dans ces benchmarks. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus. Ouais, et sur le sujet justement de la qualité de données, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce d'un petit peu de hiérarchie entre le type de données qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont entraînés sur du texte. Le texte, c'est quand même un ensemble qui est discret. Donc, c'est quelques lettres qui permettent, en combinaison, de créer des textes. Et il y a quand même des données de plus haute dimension, qui sont soit les images, donc sur l'ensemble de pixels, soit les vidéos, qui soient en fait des séquences d'images. Et en fait, au plus on monte dans les dimensions des données, au plus on se rend compte qu'il y a une vraie valeur ajoutée sur la donnée. Donc il y a le sujet de la dimension de la donnée, et derrière il y a la notation et la qualification de la donnée. Et justement, c'est le sujet sur les expertises, c'est savoir à quel point ma donnée elle est qualifiée et à quel point elle est de haute dimension. Et aujourd'hui, on le voit justement, le nouvel ère des modèles multimodaux, donc comme Sora par exemple chez OpenAI, où en fait on a dans ce qu'on appelle les data lakes, donc en fait les bacs de données, de plus en plus de données de types différentes qui sont de haute qualité, et c'est, je pense, aussi un relais sur le sujet des données. Et justement, petit aparté là-dessus, nous, ce qu'on voit chez Sisters, on accompagne des sociétés comme Mistral, par exemple, en France. On arrive justement à un moment où la donnée elle est limitée. On a à peu près entraîné les meilleurs modèles sur tout Internet. Et en fait, les hyperscalers et les GAFAM ont un avantage concurrentiel très fort sur les sociétés qui sont seulement des modèles, parce qu'elles produisent de la donnée en temps réel. Par exemple, sur YouTube pour Google et pour toutes les autres Google. Leurs utilisateurs. Exactement. YouTube, c'est 500 heures de vidéos qui sont uploadées par minute. Et après, on peut prendre aussi des exemples comme Tesla, par exemple. Une Tesla, ça produit 12 gigas de données par voiture par jour. Et en fait, la vraie différenciation au-delà des données synthétiques, ça va être fait là-dessus. C'est qu'à un moment donné, si on a un modèle qui n'a pas un relais de croissance sur la donnée, avec des applicatifs qui permettent de ramener la donnée en temps réel, comme Instagram pour Meta, par exemple, YouTube pour Google, ou les voitures Tesla pour Tesla, ça devient très difficile d'être différenciateur sur le long terme. Oui. Et aujourd'hui, oui, du coup, vous diriez que celles qui ont le plus de valeur, c'est des données justement multimodales, enfin vidéo, ou qui mêlent texte et images. Comme vous dites, il y a une hiérarchie, ça veut dire que c'est celles-ci qui sont les plus valorisées sur le marché ? Valorisées dans le sens où en fait le texte Internet a été globalement scrappé avant les régulations, donc c'est une donnée qui est quand même globalement disponible aujourd'hui, tout ce qui est données texte. Images et vidéos, c'est plus dur à traiter. Nous, on le voit vraiment sur les flows de data prep qu'on crée pour nos clients, c'est quand même plus compliqué à annoter, à traiter, à filtrer. Donc il y a une plus grande valeur ajoutée à être bon, à savoir préparer de la donnée images et vidéos. Et effectivement, c'est une donnée qui est plus compliquée à extraire et à récupérer. Données vidéo, aujourd'hui, si on n'est pas un Google avec YouTube, c'est compliqué d'avoir un banc de vidéo qui est gros. Et le deuxième sujet en fait, sur les données experts, je pense,
ça va être les données intégrées aux entreprises, là où il y a une vraie valeur ajoutée. Parce qu'en fait, en gros, on a deux contextes. On a un contexte fondamental global de la donnée générale, et puis il y a le contexte spécifique de l'entreprise qui veut créer son offre. Et là, là c'est un avantage concurrentiel qui peut pas toucher. Justement, on va parler un petit peu des entreprises. Donc, tous les deux, vous faites un peu de ce qu'on appelle la data prep dans les entreprises, donc préparer la donnée. Enfin, vous, en tout cas, peut-être pas exactement. En quoi ça consiste? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise et qu'on veut utiliser l'IA générative, il y a quelque chose de spécifique à faire avec ces données? Oui, donc je pense déjà la première barrière en fait, c'est que cette donnée elle puisse transiter au sein de l'entreprise. Dans beaucoup de discussions qu'on a avec des gros clients, on voit quoi, il y a toujours des problèmes d'accès à la donnée. La DSI ne veut pas me passer telle donnée, tout ça. Donc je pense que le premier enjeu, c'est ça. La donnée, elle est là. Il y en a beaucoup. Depuis tout à l'heure, on parle de l'internet ouvert, mais effectivement, la donnée des entreprises, c'est un vecteur énorme en fait pour produire des modèles de meilleure qualité, adaptés au domaine de l'entreprise. Donc voilà, l'accessibilité et ensuite la structuration un petit peu, on va dire, cleaner la donnée, ça c'est un enjeu majeur. Mais on a de la chance, on a justement des systèmes d'IA qui sont très très bons pour effectivement venir filtrer de la donnée sans avoir à avoir recours à des heuristiques un peu humaines et pas forcément de très bonne qualité. Donc filtrer, en gros, déterminer ce qui est de la donnée intéressante et ce qui n'en est pas. Ouais, c'est ça. J'ai vu pas mal d'exemples comme ça en fait dans différents domaines où on arrive on utilise un LLM comme un juge sur la qualité de la donnée et on peut filtrer tout ça. Ça marche très bien. Youssef, vous direz quel est le gros effort à faire pour une entreprise sur ces données? Ouais, nous, par expérience avec nos différents clients, ce dont on se rend compte sur le sujet de la donnée, c'est il y a deux points importants. Le premier, c'est que la donnée dans les entreprises, globalement, elle est fragmentée. Et il faut arriver à la collecter et la rassembler dans un data lake pour ensuite pouvoir l'utiliser. Comprendre des grands groupes, c'est très difficile d'avoir des flux de données, les récupérer. Ensuite, il faut la gouverner, il faut avoir une certaine cohérence sur cette donnée-là pour pas avoir trop d'erreurs sur le modèle. Et le troisième sujet, puisque finalement, on est sur un domaine qui est naissant, il y a un petit peu d'inertie sur les expertises dans les entreprises. C'est aujourd'hui un peu le manque d'expertise et le manque de capacité des entreprises elles-mêmes à construire ça. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on les accompagne beaucoup sur des offres de private AI, sur des chatbots, partnership avec des grands modèles LLM européens. Et donc voilà, pour moi, c'est quand même les 2-3 points qui sont assez difficiles aujourd'hui chez les entreprises. Oui, parce qu'effectivement, vous parlez de private AI, il y a aussi le sujet, il y a la donnée qui préexiste dans le modèle et ensuite il y a la donnée qu'on donne aussi au modèle, parce qu'il y a ce sujet en entreprise de sociétés qui utilisent des modèles américains et qui parfois donnent des données assez importantes à ces chatbots. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui que vous ressentez chez vos clients qui est important? Personnellement, oui, c'est un problème qu'on adresse directement chez Adaptive. Nous, on vient déployer en fait chez le client, dans leur cloud, dans leur infrastructure s'ils en ont une. Et oui, c'est des clients qui ne peuvent pas, pour des raisons de sécurité ou autres, envoyer leurs données aux Américains. Ouais, moi je pense que là-dessus, il y a 3 sujets. Le premier sujet, effectivement, c'est d'avoir ce qu'on appelle des infrastructures on-prem, c'est-à-dire que le client lui-même a sa propre infrastructure d'IA chez lui et pas chez un cloud provider, c'est hyper important. Si jamais vous êtes chez un cloud provider, le deuxième sujet, c'est avoir des règles de cryptographie qui soient assez bonnes et assez indépendantes sur des architectures qui permettent finalement de cacher entre guillemets vos données à votre cloud provider. Et le troisième sujet, c'est la réglementation et de la régulation. C'est comment aujourd'hui sur un framework européen par exemple, on est capable d'aider ces entreprises à se protéger, parce que parfois ces entreprises se font extraire leurs données sans qu'elles soient au courant. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui quand on travaille sur ces cloud providers. Et nous, Cesters, effectivement aussi, on déploie des solutions chez nos clients. On accompagne aussi pas mal au niveau de la Commission européenne sur des groupes de réflexion de comment on travaille un peu sur l'augmentation. Et effectivement, il faut pousser sur ces 3 axes-là. Merci beaucoup. Je crois que le temps est fini. Mais merci en tout cas pour ces échanges. Merci beaucoup. à vous.